Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous présenter cette première capsule de formation dans laquelle j'aborderai un sujet qui est pertinent pour toutes les entreprises et surtout qui constitue une base au niveau des notions financières. Donc, la présentation va vous permettre normalement de mieux comprendre les documents financiers que vous êtes susceptible d'avoir entre vos mains et également vous assurer de la pertinence des documents qui sont reçus et des informations qui sont dans les documents. Le sujet d'aujourd'hui, la compréhension des états financiers. Je me présente, Valérie Dallaire. Je suis CPA auditrice. J'ai 15 ans d'expérience en cabinet comptable. Je me lance dans une nouvelle aventure avec l'entreprise que j'ai créée, soit Comptabilité Evolupro CPA. Je vais tout d'abord commencer par vous expliquer un petit peu les types de documents que vous pourriez avoir entre vos mains. Donc, on a tout d'abord les états financiers sans conformité aux normes comptables. Donc, comme vous voyez, on a deux éléments qu'on pourrait avoir au niveau des états financiers qui ne sont pas conformes aux normes comptables. Donc, c'est vraiment important de comprendre là, ce que vous avez entre les mains. C'est ce qui va définir, en fait, là, si vous pouvez vous fier un peu sur les informations. Donc, on peut avoir des états financiers internes. Donc, ces états financiers internes-là peuvent être préparés par n'importe qui. Il n'y a pas de rapport qui va être joint à ces états financiers-là. Des normes comptables, on n'est pas obligé de les respecter à ce moment-là. C'est vraiment les gens à l'interne, les membres de la direction, les comptables à l'interne qui vont préparer les documents au mieux de leur connaissance, selon ce qu'ils jugent pertinent là, de leur côté. Les informations à inclure, on n'a pas de règle à ce niveau-ci, puisque c'est selon le jugement des gens qui préparent les états financiers internes. Au niveau de la fiabilité, encore une fois, ça dépend qui est le préparateur. Donc, c'est à vous de voir quelle crédibilité vous pouvez accorder à la personne qui a préparé ces états financiers-là. Donc, notre deuxième option, que vous voyez à l'écran, les états financiers qui peuvent comporter une mission de compilation. Donc, là, à partir de ce moment-là, c'est quand on fait affaire avec un CPA. On doit absolument avoir un numéro de permis du CPA là, pour avoir ces états financiers-là. C'est vraiment un acte qui est réservé là, aux comptables professionnels agréés. Donc, vous verrez la différence avec ces états financiers-là parce que ceux-ci contiennent un rapport de mission de compilation qui suit là, normalement la page couverture. Ensuite, au niveau des normes à respecter, il y a une seule norme en fait à respecter qui est la norme NCSC 4200. Donc, cette norme-là n'exige pas qu'il y ait le respect de normes comptables. C'est vraiment une norme là, sur les services connexes. Les informations à inclure, donc, on doit inclure les informations financières qui ont été compilées. Il n'y a pas d'exigence là, sur ce qu'on doit présenter à ce niveau-ci, sauf les informations financières, et on doit décrire également là, la méthode de comptabilité. Donc, encore une fois, là, c'est un état financier qui n'est pas obligatoirement en fonction des normes comptables. Donc, son niveau de fiabilité, on vient préciser dans le rapport justement que les informations financières risquent de ne pas convenir aux besoins du lecteur. Donc, c'est au lecteur à s'assurer que les états financiers conviennent à leurs besoins en fonction de ce qui est écrit là, dans les méthodes comptables. Puis, le lecteur, normalement, doit pouvoir demander de l'information là, au client qui a remis ces états financiers-là. Ensuite, nous avons des états financiers avec conformité aux normes comptables. Donc, deux autres types de mandats qui peuvent être réalisés, encore une fois, par un CPA. Cette fois-ci, ça doit être un CPA auditeur. Donc, on a le titre auditeur là, qui s'ajoute au niveau de ces deux types d'états financiers-là. On peut avoir les états financiers qui font l'objet d'une mission d'examen ou des états financiers qui font l'objet d'une mission d'audit. Donc, la différence entre les deux, je vais commencer par la mission d'examen. Bon, c'est un rapport de mission d'examen. Les normes, c'est la norme canadienne de mission d'examen 2400. Donc, il y a une norme là, qui régit ça au niveau du travail à faire pour le CPA. Mais au niveau du référentiel comptable, là, ici, on doit appliquer vraiment tous les chapitres du référentiel comptable qui est applicable. Donc, par exemple, si on applique les normes comptables pour les entreprises à capital fermé, on doit appliquer tous les chapitres de ces normes-là.
Les normes nous exigent à ce moment-là de présenter un bilan, un état des résultats, un état de la variation des capitaux propres là, qui va porter un nom différent là, selon quel genre d'entité qui fait l'objet là, du mandat, un état des flux de trésorerie, puis des notes complémentaires. Le niveau de fiabilité ici, en fait, le comptable va émettre une conclusion. Donc, puis on dit que c'est un professionnel en exercice. La conclusion, ben, c'est un niveau de confort qui va être un peu moins, qui va être beaucoup moins élevé en fait là, qu'une opinion. Donc, on va voir tantôt là, la mission d'audit. Euh, c'est un état financier donc qui va normalement répondre aux normes comptables. Toutefois, ben, il n'y a pas de travail qui va être fait sur les documents en cours d'année, sur les systèmes, sur les processus. On n'a pas besoin d'aller valider là, les contrôles internes. Est-ce que la séparation des tâches, est-ce que tout se traite là, convenablement dans les processus? Donc, c'est vraiment un mandat là, qu'on doit analyser par des procédures de demande d'information, par des analyses principalement. Donc, on est conforme, mais le niveau de travail là, est quand même un peu limité. La dernière option, qui est un état financier qui fait l'objet d'une mission d'audit. Donc, encore une fois, c'est un CPA auditeur qui doit le faire. On joint un rapport d'audit. Les normes à respecter, donc ici, c'est les normes canadiennes d'audit qu'on doit appliquer au niveau du travail à faire en audit comme auditeur. Donc, il y a beaucoup là, de normes là, sur le travail qui doit être fait, beaucoup de travail qui doit être fait, là, des demandes de confirmation, s'assurer là, au niveau du risque de fraude, faire des procédures, aller voir des documents un peu partout dans l'année, les descriptions de systèmes, revoir là, qui fait quoi, est-ce qu'il y a il y a des choses qui peuvent amener des anomalies dans les états financiers. Donc, c'est un mandat là, qui demande beaucoup, beaucoup plus de travail. Celui-ci, ben, on doit aussi s'assurer là, du respect des normes au niveau du référentiel comptable. Donc, autant que la mission d'examen que d'audit, là, on s'assure de respecter les normes dans le travail qu'on fait. Les états financiers, on a les mêmes à présenter que la mission d'examen. Puis la fiabilité, bien ici, c'est une opinion qui va être émise. Au niveau de l'opinion, il peut avoir une opinion sans réserve. Fait qu'une opinion sans réserve, ça veut dire ben, tout est parfait. Selon le travail qu'on a fait, on n'a vu aucune anomalie qui était significative pour un lecteur. Donc, on dit significatif parce que on valide pas tous les éléments. Il y a toujours une notion d'importance relative là, que l'auditeur doit avoir dans le travail qu'il fait. Puis, un élément là, qu'il faut comprendre aussi, c'est que les états financiers, normalement, doivent être préparés avec l'hypothèse que l'entreprise va continuer à être en exploitation au cours de la prochaine année. Donc, si jamais le comptable a un doute à ce niveau-là, que par exemple, l'entreprise pourrait faire faillite, ben là, à ce moment-là, ça va demander là, beaucoup plus d'analyse parce que les états financiers seraient différents. Si jamais on ferme l'entreprise puis qu'on doit liquider, ben, les actifs, les passifs, tout ça doivent être réévalués en fonction. Donc, en tout cas, c'est pour vous mettre un petit peu en contexte là, de ce que vous avez entre vos mains. Donc, vérifier dans le fond, est-ce que c'est un état financier interne qui est préparé par les gens à l'interne? Est-ce que c'est une mission de compilation qu'un comptable a mis en place, mais il n'y a pas de respect des normes qui est obligatoire? Ou sinon, ben, on a une mission d'examen qui respecte les normes. Donc, il y a du travail qui a été fait un peu plus ici. Puis la mission d'audit, là, ici, c'est encore une plus grande assurance. Ici, vous avez le lien Trouver un CPA. Donc, si vous avez des états financiers, vous voulez vous assurer que justement, c'est un CPA qui a préparé les états financiers, mais vous pouvez aller là, à cette adresse ici pour rechercher justement soit par nom, soit par numéro de permis. Le CPA pour être certain là, qui est vraiment inscrit au tableau de l'ordre et qui a le droit d'exercer là, la profession de CPA conformément aux documents qui vous sont remis. Donc, ça vous donne une assurance également que ce que vous avez entre les mains, ben, c'est des documents là, qui ont vraiment été revus par un CPA. On va maintenant aller voir un exemple d'un état financier. Donc, on regarde maintenant un exemple d'état financier qui est un état financier d'une entreprise à capital fermé.
en date du 31 juillet 2024. Donc, vous voyez ici, on a une page couverture, on a la table des matières, on nous mentionne ici qu'il y a un rapport d'auditeur indépendant. Donc, c'est un mandat d'audit, ici dans notre cas, les résultats, les déficits. Je vous disais tout à l'heure l'état de la variation des capitaux propres. Donc, ici, il s'appelle déficit. Le bilan, le flux de trésorerie, les notes complémentaires. Donc, on va aller survoler ça ici. Donc, le rapport de l'auditeur indépendant, vous voyez, là, il y a un rapport qui est préparé, qui s'adresse aux actionnaires. Le rapport commence par l'opinion. Donc, c'est l'élément le plus important là, à lire en premier, l'opinion. Donc, ici, l'auditeur indépendant dit qu'il a effectué l'audit des états financiers. Il est bien mentionné quels sont ces états-là, le bilan, l'état des résultats, le déficit, le flux de trésorerie, puis les principales méthodes comptables. Et sa conclusion dit, à notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects, une image fidèle de la situation financière de la société au 31 juillet 2024, conformément aux normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé. Donc, c'est vraiment ce paragraphe-ci que vous devez regarder. Est-ce qu'il y a des éléments significatifs que l'auditeur aurait retracés qui pourraient avoir un impact sur la lecture des états financiers? Là, ensuite, les paragraphes qui suivent, on vient expliquer c'est quoi les éléments à respecter au niveau de l'auditeur, mais également au niveau de la direction, quelles sont les responsabilités. Donc, le fondement de l'opinion, ici, on explique d'où viennent nos exigences, nos responsabilités. Ensuite, les responsabilités de la direction et les responsables de la gouvernance, les responsabilités de l'auditeur par rapport aux états financiers. Puis, à la fin, vous voyez qu'il y a une signature de l'auditeur indépendant avec une date et il y a le numéro de permis du CPA auditeur qui est responsable là, de ces états financiers-là. Donc, ce numéro de permis-là pourrait aller être validé sur le site Internet de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Ensuite, ici, on a l'état des résultats. Donc, vous voyez, on a des produits, des charges. Donc, ça, je pense que vous êtes à l'aise avec ça. Des revenus, en fait, des dépenses. Donc, vous pouvez voir qu'on a une perte dans cet exercice-là. Donc, l'année 2024, en date du 31 juillet, ça veut dire qu'on couvre la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Donc, pour cette période-là, il y a eu une perte dans l'année de 50 286. Il y a des revenus d'intérêt qui se sont ajoutés, donc qui ont ramené la perte avant impôt à 41 000. Ensuite, on a des impôts futurs ici en moins, c'est-à-dire que c'est une économie d'impôts futurs. Et puis, on termine avec une perte nette de 36 355. Donc, vous pouvez voir là, vraiment les résultats qu'il y a eu dans l'année par rapport à cette entreprise-là. Ensuite, dans l'état du déficit, on voit qu'au début, on avait des soldes accumulés de déficit pour 211 014. Donc, c'est vraiment toutes les sommes qui sont accumulées dans l'entreprise depuis son existence. On a toujours la colonne de l'année précédente. Bon, donc on commençait l'année avec une perte de 211 000. Cette année, il y a eu une perte de 36 355, comme vous voyez plus haut, ce qui fait qu'on termine avec une perte cumulée de 247 369. Ensuite, on a le bilan ici. Donc, le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est comme une photo en date du 31 juillet 2024. C'était quoi les actifs qu'on avait? C'était quoi les passifs? Donc, c'est ici là, qu'on détaille là, finalement que c'est quoi nos ressources. Donc, vous voyez de l'encaisse, il y avait 94 000 en encaisse. Les débiteurs, 350 000. Des travaux en cours, 130 000. Des frais payés d'avance pour 28 000. Donc, ça donne un actif à court terme de 603 747. Donc, l'actif à court terme, qu'est-ce que c'est? C'est les actifs, les ressources qu'on a qui vont normalement être réalisables dans les 12 prochains mois. Ensuite, un peu plus bas, vous avez tout ce qui est d'actifs à long terme. Donc, on a des placements, des immobilisations corporelles et des impôts futurs qui sont à long terme également. Donc, les impôts futurs, ça, ben, en fait, c'est des impôts qu'on va payer plus tard. Si on ferme l'entreprise, par exemple, demain matin, ben, c'est des impôts qu'on va devoir payer. Mais par contre, ce n'est pas un impôt là, qui est à payer pour le moment. Ça va juste être plus tard là, quand toutes les activités vont se réaliser finalement. Donc, dans ce cas-ci, là, on a un actif total de 643 425.
On a ensuite des passifs. Donc, qu'est-ce que c'est un passif? C'est une obligation qu'on a en date du 31 juillet 2024. Donc, c'est vraiment des montants qui sont à payer ou des obligations là, de choses à exécuter, par exemple. Ça pourrait être des travaux à exécuter. Donc, dans le cas ici, on a des créditeurs, des comptes à payer pour 440 273. On a un dû à un actionnaire pour 450 421. Donc, les éléments qui sont dus à des parties qui sont liées à l'entreprise, fait que si c'est un actionnaire, ben, ils doivent être distingués dans les états financiers. Ensuite, des dettes à long terme. Ici, on a toujours une portion à court terme de la dette à long terme. Donc, vous voyez ici, la dette à long terme échéant au cours du prochain exercice. C'est la portion qui va être à payer dans les 12 prochains mois pour la dette à long terme. Donc, dans notre cas, il n'y a pas de dette, donc c'est zéro. Puis, la dette à long terme est de zéro également. On n'a pas de passif à long terme là, ici dans notre cas. Puis, le passif total est de 890 694. Donc, on voit là, que les actifs de 643 425 moins nos passifs de 890 694 nous expliquent notre déficit accumulé là, ici de 247 269. On a notre capital action de 200 $. C'est ce qui explique là, le bilan qu'il y avait en date du 31 juillet 2024. C'est sûr qu'un bilan, lui, est assez simple. Là, il n'y a pas d'éléments très complexes. Souvent, là, il va y avoir plus d'éléments que ça dans un bilan. Ensuite, l'état des flux de trésorerie, c'est un état qui est normalement assez intéressant pour un lecteur. Ça nous permet de comprendre un petit peu où est allé l'argent dans l'année. Comme là, vous voyez, on commence toujours par les activités d'exploitation. Donc, en 2024, ben, on vient expliquer finalement qu'on avait une perte. On a fait une perte dans l'année, une perte de 36 000. Donc, normalement, ça serait de l'argent qu'on doit débourser si on fait une perte. Puis, il y a des éléments dans nos résultats qui n'avaient pas d'impact en argent. Donc, on vient les retirer, ce qui fait qu'on aurait normalement moins 40 000 de liquidité par rapport à nos pertes de l'année. Ensuite, on a nos éléments qui ont varié au niveau de nos comptes à payer, nos comptes à recevoir. Donc, la variation de tout ça a fait en sorte qu'on est allé rechercher des liquidités pour 73 000. Donc, pour augmenter nos liquidités ici, normalement, c'est les dettes à court terme qui ont dû augmenter finalement. On s'est financé un petit peu là, par nos comptes à payer. On peut aller voir le détail à la note 11, puis vous voyez toujours des références. Donc, si je vais à la note 11, vous voyez ici, les comptes à recevoir ont diminué de 111 000. Les travaux en cours ont augmenté pour 135 000. Puis vous voyez, les créditeurs, là, comme je vous disais, ont augmenté pour 46 173. Ce qui fait qu'au total, on a 73 000 de liquidités qui ont augmenté. Euh, Principalement là, par les créditeurs là, qu'on est allé on les a augmentés finalement pour 46 173. Donc, je reviens à l'état des flux de trésorerie. Alors, on reprend notre déficit qu'on avait tout à l'heure pour 40 000. Ici, nos éléments là, qui ont varié au niveau des comptes à recevoir, les comptes à payer, tout notre fonds de roulement, qui fait que dans l'année, finalement, ben, nos liquidités ils ont augmenté de 33 000 en considérant notre perte, puis la variation de nos comptes à recevoir, nos comptes à payer. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on a fait avec notre argent? 33 000 de plus. Bon, on est allé acheter des immobilisations pour 4 200 $. On a remboursé, vous voyez ensuite dans les activités de financement, on a remboursé une dette à long terme pour 40 000 $. Puis, ben, il y a un actionnaire qui nous a redonné un petit peu de sous pour 29 399 $. Donc, on voit là, à la fin de l'année, après avoir fait le tour là, de toutes les variations de ce qui a eu lieu, ben, on a une augmentation de la trésorerie, donc une augmentation du compte de banque pour 18 400. On avait l'année passée 76 000 dans les trésoreries. On ajoute le 18 000 de variation de l'année, donc on termine à 94 403 au niveau de la trésorerie. Donc, c'est un état qui est quand même très intéressant là, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a acheté des biens? Est-ce que si j'ai acheté des immobilisations corporelles, est-ce que je les ai payées par mes liquidités, mon fonds de roulement, ou j'ai fait du financement pour venir les payer là, un peu en bas? Donc, c'est tous des éléments là, que vous pouvez analyser.
Ensuite, on a les notes complémentaires. Donc, ici, dans les notes complémentaires, ça donne un peu plus d'informations là, au niveau des estimations qui sont prises par la direction. C'est quoi nos méthodes d'évaluation? Donc, nos actifs sont comptabilisés de quelle façon? Est-ce qu'ils sont au coût qu'on a payé? Est-ce qu'ils sont à la juste valeur? Est-ce que c'est un coût avec dépréciation? Donc, c'est tout dans les méthodes comptables là, que ces éléments-là sont mentionnés. Donc, si vous questionnez, ben, ça vaut-tu vraiment ça finalement? Ben, c'est difficile à dire parce qu'on n'est pas on ne fait pas une évaluation d'entreprise. On fait ici vraiment un état financier qui est en fonction des normes. Donc, pour vous donner une idée, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est de comprendre finalement comment les chiffres ont été établis. Puis c'est dans les méthodes comptables là, que vous allez pouvoir voir ça. Donc, les instruments financiers, c'est tout ce qui est liquidité, là, normalement, c'est comptabilisé au moment qu'on l'obtient là, à la juste valeur, mais ensuite, là, on a ici l'évaluation ultérieure, donc que la société, elle les évalue au coût ou au coût après amortissement. Donc, c'est toutes ces informations-là là, que vous pouvez consulter. Donc, je vais les passer là, pour alléger un petit peu. Par contre, c'est quand même des informations qui sont plutôt importantes. Vous voyez ici, là, les débiteurs, tout à l'heure, on avait dans le bilan les débiteurs, un montant de 350 000. Vous avez le détail. Donc, on a des montants à recevoir de clients pour 371 000. Il y a une provision pour créances douteuses. Donc, quels clients qu'on pense qui ne seront pas recouvrables? Donc, ici, il y a eu une dépréciation pour 27 000. Puis, on a un montant à recevoir d'un client qui est actionnaire pour 6 000 ce qui vient justifier le total de 350 000. Ensuite, vous voyez là qu'il y a des placements. Vous voyez le détail des immobilisations corporelles, donc le mobilier de bureau, matériel informatique, les emprunts. Donc, il y a un emprunt bancaire, le solde est à 0 mais on vient quand même mentionner qu'il y a un montant qui est autorisé pour 150 000 avec un taux préférentiel plus 0,5 On mentionne aussi les garanties. Donc, ici, là, que vous allez voir principalement, est-ce qu'il y a des ratios qui sont pour respecter, des clauses là, qui ne sont pas conformes? Alors, c'est quand même un poste là, qui est intéressant pour un lecteur également. Les créditeurs, ici, on a le détail, un peu comme les comptes à recevoir, les débiteurs. Donc, on a des fournisseurs frais courus, des montants dus à un actionnaire, des frais courus, sommes à remettre à l'État. Donc, les sommes à remettre à l'État, c'est les taxes à la consommation, les déductions à la source, donc tout ce qui est à payer là, au gouvernement par rapport à l'exploitation. Ici, ensuite, il y a des intérêts courus dus à la société mère. Il y a des salaires, des vacances à payer. Donc, normalement, ça, c'est dans les activités courantes, ce qui totalise les créditeurs pour 440 273. Vous avez toujours le comparatif là, pour voir la variation par rapport à l'année précédente. Puis, on voit ici là, la note sur les dettes à long terme qui a un solde à 0. Donc, l'emprunt a été remboursé dans l'année. Il y a aussi des notes qui vont être plus qualitatives. Donc, il n'y a pas toujours des chiffres, mais qui vont être plutôt importantes, là. Par exemple, s'il y a des poursuites, s'il y a des risques, des incertitudes au niveau des estimations, s'il y a des problèmes au niveau de la continuité d'exploitation. C'est toutes des notes là, qui vont ajouter un petit peu d'informations pour venir dire au lecteur, ben, faites attention, il y a certains éléments qui ne sont pas dans les chiffres, mais il faut quand même en tenir compte là, dans nos analyses. Donc, je vais passer ici. Il y a une note qui vient présenter les opérations apparentées. Donc, des fois, c'est pertinent aussi là, pour un lecteur de comprendre à qui est allé nos revenus. Donc, vous voyez que dans nos honoraires, là, on en a pour 214 000 qui sont avec une partie qui est liée. Donc, soit une compagnie qui est détenue par le même actionnaire ou euh, qui est dans un même groupe de contrôle, là, finalement, que des actionnaires qui sont en commun. Même chose là, au niveau des charges. Donc, au niveau des états financiers, là, j'arrêterai ici pour la présentation. C'était seulement un exemple pour vous donner des pistes là, de quoi regarder. C'est sûr que chaque état financier est différent. Puis, des fois, il y a des choses qui sont plus difficiles à comprendre au niveau des normes également. Donc, dans ce temps-là, ben, n'hésitez pas là, à demander un petit peu d'aide là, de professionnels. Donc, juste un petit retour. Là. Donc, ma compagnie comptabilité Evolupro CPA. Voici les services que je peux offrir. Donc, formation en comptabilité, de l'accompagnement comptable,
de la formation individuelle, soit sur mesure ou générale, en groupe individuel, là, selon les besoins. Les redressements, mise à jour d'état financier, la préparation de registre de fin d'année. Donc, je peux venir en appui là, dans les entreprises pour les aider là, à finir de préparer le document, analyser les contrôles internes, voir les systèmes, le fonctionnement, est-ce qu'on est optimal, est-ce que on a des problèmes au niveau des séparations de tâches, est-ce qu'on a des pertes de temps. Donc, c'est des choses qu'on peut regarder. L'intégration de logiciels QuickBooks, c'est quelque chose là, que j'ai beaucoup d'expérience aussi au niveau de la comptabilité. Puis la formation sur le logiciel QuickBooks là, pour les entreprises ou ceux qui ont besoin de comprendre un petit peu plus le fonctionnement, c'est des choses là, que j'ai beaucoup d'expérience là, que je pourrais vous aider. Donc, voici les coordonnées pour me joindre. Valérie Dallaire, CPA auditrice, mon numéro de téléphone le 581-222-5308 et mon adresse courriel. Donc, vous pouvez me rejoindre et je couvre la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il me fera plaisir de répondre à vos besoins s'il y a lieu. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée.